Alors, donc, aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de la série de TP numéro 2. Donc, pour gérer les fichiers d'un dossier, on vous propose de développer deux classes en Java. Une classe fichier qui a un nom, bien qui est caractérisée par un nom, une extension et une taille. Une classe répertoire qui encapsule les membres suivants, à savoir le nom, le nombre de fichiers et un tableau de 30 références vers des objets de type fichier. Donc, ce sont des attributs de la classe. Et pour les méthodes à développer, donc vous êtes appelé à développer la méthode afficher qui permet d'afficher le nom du répertoire et la liste des fichiers qu'il contient. Rechercher, bien cette méthode doit renvoyer l'indice du fichier s'il existe et -1 sinon. La méthode ajoutée qui permet l'insertion ou l'ajout d'un fichier à la fin du tableau. Il y a aussi une autre méthode qui porte le nom recherché aussi, qui affiche les fichiers qui portent l'extension PDF. La méthode supprimée enlève un fichier du tableau en utilisant son nom. Renommer permet de modifier le nom d'un fichier. Modifier permet de modifier la taille d'un fichier. Trier permet de trier le tableau de fichiers dans l'ordre croissant selon la taille. Donc ici, je vous ai déjà demandé d'utiliser le triabule et donc l'algorithme à suivre est déjà présenté ici. Et puis, getTie qui permet de fournir la taille d'un répertoire en mégaoctets. Alors, nous allons définir deux classes, la classe fichier et la classe répertoire. Donc, on va essayer de corriger ensemble. Donc, on va utiliser comme d'habitude l'environnement de développement NetBeans et donc nouveau projet. Alors, Java Application ou Java Application. Donc, par exemple, exercice 2. Donc, exercice 2. Ou bien gestion de fichiers, si vous voulez. Donc, gestion de fichiers ou exercice 2. Alors, finish. Alors, nous allons ajouter à notre package exercice 2 la première classe, la classe fichier. Nouveau, Java classe, classe fichier. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Alors, nous allons déclarer d'abord les attributs. Quels sont les attributs que vous avez déclarés? Les attributs que vous avez déclarés, il y a le nom du fichier, l'extension et la taille. Donc, copier-coller. Alors, private string, le nom. Private string, extension. Et puis, private float, taille. Et puis, nous allons développer le constructeur. Alors, pour le constructeur, donc on va le générer automatiquement. Insert code, constructor, un constructeur qui a combien de paramètres? 3 paramètres. Generate, le constructeur est généré. On passe maintenant aux getters et setters. Donc, insert code, getter and setter, generate, et voilà. Alors, pour la suite, nous allons ajouter aussi la méthode afficher, donc qui permet d'afficher des informations sur un fichier, son nom, son extension et sa taille. Donc, public void afficher.
Et donc, système.out.println, le nom du fichier. Donc, ici, nom. Alors, plus point, plus extension, plus. Donc, ici, la taille. Oui. Alors ici, j'ai déclaré des données privées. Et donc, à l'intérieur de la classe répertoire, on aura besoin d'accéder aux attributs des objets de ce fichier. Et donc, il faut obligatoirement développer les accesseurs en lecture et en écriture. Alors, ici, plus taille, plus donc kilo-octets, et on ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est pour l'affichage d'un fichier. Donc, on affiche le nom, l'extension et la taille. Alors, on va vérifier la classe. À l'intérieur de la fonction main, je vais créer un fichier. Donc, fichier F reçoit new fichier. New fichier. Alors, par exemple, cours, l'extension PPTX et la taille, par exemple, 340 kilo-octets. Et puis F.afficher, l'affichage. Alors, je vais lancer l'exécution. Voilà le résultat. Cours.pptx, 340 kilo-octets. Ça, c'est le résultat de l'exécution. Donc, le nom, l'extension et la taille en kilo-octets. Alors, on passe à la suite. Donc, j'ai développé la classe fichier. Maintenant, nous allons développer la classe répertoire. Donc, la classe répertoire est une classe qui englobe le nom du répertoire, le nombre de fichiers et un tableau de 30 références vers des objets de type fichier. Alors, nouveau, classe Java, répertoire. Donc, la classe répertoire englobe le nom, donc private string, le nom du répertoire, et puis private int nbr fichier, et puis private, voilà, donc un tableau de fichiers. Private fichier, bien sûr la classe fichier est accessible. Et donc déjà est une classe qui existe à l'intérieur du même package. Et aussi, il est déclaré public. Et donc, bien sûr, le mot public n'est pas obligatoire pour la classe fichier pour qu'il soit accessible puisqu'on est à l'intérieur d'un même package. On est à l'intérieur d'un même package. Et donc, private fichier F, et donc reçoit new fichier. Combien de références? Il y a 30 références. Voilà. Et donc, ici, juste la création d'un tableau de référence. Aucun fichier n'est créé, juste la création d'un tableau de référence. Ça, c'est pour les attributs. Ça, c'est pour les attributs. Alors maintenant, afficher, qui affiche le nom du répertoire et la liste des fichiers qu'il contient, qui affiche le nom du répertoire et la liste des fichiers qu'il contient. Donc, une méthode afficher. Public, void, afficher. Nous allons afficher le nom du répertoire et la liste du fichier qu'elle contient.
Donc, système.out.println, nom du répertoire, de point, plus nom. Et puis, nous allons afficher son contenu. Et donc, le contenu, c'est-à-dire la liste des fichiers. Et donc, pour afficher la liste des fichiers, on doit utiliser le tableau F. Alors, bien sûr, il y a combien de fichiers dans le tableau? Il y a combien? 0, c'est-à-dire. Comment peut-on afficher la liste des fichiers? Est-ce qu'on va avoir toujours un répertoire vide? Donc, lors de la création d'un répertoire, le répertoire sera vide. Et pourquoi sera vide? Car le nombre de fichiers sera 0. Et donc, maintenant, pour l'affichage, est-ce que vous allez considérer 30, c'est le nombre de références, ou bien vous allez considérer le nombre de fichiers qui existent? Et donc, nous allons utiliser la variable nombre de fichiers pour l'affichage et pas le nombre de références, oui. 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 D'accord, donc une variable d'état, donc de type booléen pour savoir si le répertoire est vide ou n'est pas vide. Oui, donc bien sûr, on peut utiliser cette variable. C'est juste pour savoir est-ce que le répertoire est vide ou n'est pas vide. Mais puisqu'on a déjà l'attribut nombre de fichiers, on peut se contenter de cette variable. Car la valeur initiale du nombre de fichiers sera 0. Et ça, c'est lors de la création d'un répertoire vide. Et après, la valeur de cette variable sera modifiée. Donc, lors de l'opération de l'insertion ou bien de la suppression. Donc, si on insère ou bien on ajoute un fichier, on va l'incrémenter. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas de la suppression, on va la décrémenter. Et donc, moi, je préfère d'utiliser l'existant. Donc, il vaut mieux utiliser le nombre de fichiers que d'ajouter une autre variable, mais bien sûr, on peut ajouter cette variable. Alors, l'utilisation d'une boucle. For int i reçoit 0, point virgule, i inférieur à combien? Inférieur à npr de fichier, point virgule, et plus plus. Et puis pour l'affichage, comment procéder pour l'affichage? Nous allons afficher. Nous allons afficher des fichiers. F de i point affiché. F de i point affiché. Point affiché. Donc, nous allons déclencher un appel à la méthode affiché qui est déjà développée. Mais si affiché n'est pas développé, nous allons utiliser des accessoires. Donc, if de i.getNom, .getExtension et ainsi de suite. Alors, nous allons vérifier maintenant. Alors, on va créer à l'intérieur de la fonction main un répertoire. Donc, créons un répertoire. Alors, répertoire R. Et R reçoit new répertoire. Et puis R.affiché. Et puis R.affiché. Regardez le résultat d'exécution. Attention, s'il vous plaît. Regardez le résultat d'exécution. Nous allons afficher le répertoire créé. Il nous a affiché le nom du répertoire nul. Et il n'y a aucun fichier. Pourquoi il nous a affiché nul? Car nous avons utilisé le constructeur par défaut. Et donc, pour modifier le nom du répertoire, ou bien pour attribuer un nom à notre répertoire, donc il faut un constructeur. Un constructeur qui a un paramètre, qui est le nom du répertoire. Et donc, public, donc un constructeur porte le même nom que la classe, répertoire, string, le nom.
10.nom reçoit nom. Alors, cette fois, on n'a pas le droit d'utiliser le constructeur par défaut. Donc, il faut le développer de façon explicite. Donc, il faut obligatoirement le développer. Dans le cas où aucun constructeur n'est développé, le constructeur, par défaut, se génère de façon automatique. Alors, R reçoit new répertoire. Et donc, maintenant, comme nom du répertoire, par exemple, école. Par exemple, école. Je lance l'exécution. Il nous a affiché nom du répertoire, école, et il n'y a aucun fichier. Maintenant, nous allons ajouter un fichier. Et donc, pour ajouter un fichier, il faut une méthode. Une méthode qui permet l'insertion dans le tableau F. Alors, ici, il y a rechercher, mais bien sûr, avant rechercher, on doit développer ajouter d'abord, pour qu'on puisse tester rechercher. Donc, ajouter insère un fichier à la fin du tableau. Donc, je prends le nom de la méthode ajouter et allons à la classe répertoire. Donc, public, void, ajouter. Alors, la méthode ajouter, est-ce qu'elle doit avoir un paramètre? Donc, le paramètre fichier, puisqu'on va ajouter un fichier, donc le paramètre fichier. Alors, fichier, par exemple, fiche, fichier, fiche, ou bien fichier file, donc ce que vous voulez. Et donc là, nous allons ajouter ce fichier. D'accord? Donc là, il faut vérifier si le nombre de fichiers est inférieur d'abord à 30. Donc, nous allons ajouter si la capacité du répertoire nous permet d'insérer un nouveau fichier. Alors, if NBR fichier est inférieur à 30. Donc, si oui, F de quoi? De NBR fichier. Donc, nous allons utiliser NBR fichier comme un indice. Donc, sa valeur initiale est 0 lors de la création d'un répertoire vide. Et donc, maintenant, nous allons considérer cet attribut comme étant un indice. Et donc, F de NBR fichier, c'est-à-dire. Donc là, il faut bien sûr, donc ici d'après l'énoncé, voilà, donc rechercher, ça c'est juste pour chercher si un fichier existe ou pas. Donc, la recherche en utilisant son nom. Et bien sûr, on peut avoir deux fichiers qui portent le même nom, mais avec des extensions différentes. Ça, c'est possible. Et donc, normalement, il faut un test sur le nom et l'extension, les deux à la fois. Et donc, nous, on ne va pas, bien sûr, développer cette méthode, donc on va insérer directement. Alors, sans problème. Alors, F de nombre de fichiers égale à quoi? Égale à fiche. Et puis, il faut incrémenter le nombre de fichiers. Donc, il faut incrémenter le nombre de fichiers. Et donc, ici, plus directement. Voilà, plus directement. Donc, F de NBR fichier plus reçoit fiche. Donc, ici, il s'agit d'une post-incrémentation. Donc, la priorité sera donnée à l'affectation. Donc, on va affecter d'abord fiche à F de NBR fichier. Puis après, nous allons incrémenter la variable nombre fichier. Alors, else, le répertoire est plein, par exemple. System.out.println, le répertoire est plein. Alors, la méthode suivante, donc ici, rechercher un fichier en utilisant son nom. Recherche un fichier en utilisant son nom. Donc, public
Alors, d'après la question, la méthode recherchée recherche un fichier en utilisant son nom. Cette méthode renvoie l'indice du fichier s'il existe et -1 sinon. C'est-à-dire, la méthode doit renvoyer un résultat de quel type? De type int. Et donc, public int, rechercher et string, le nom à utiliser pour effectuer la recherche. Voilà. Et donc, ici, provisoirement, je vais faire return -1. Je suppose que le fichier n'existe pas. Bien sûr, et après, nous allons développer la méthode. Et donc, la recherche nécessite des comparaisons. Il faut parcourir le tableau de fichiers et comparer le nom qui est passé en paramètre avec le nom de chaque fichier du tableau. Et donc, il faut une. Alors, for int i reçoit 0, point virgule i inférieur à nbr fichier, point virgule i plus plus. Et donc, maintenant, pour la comparaison, comment procéder? If f de i, point, donc le nom n'est pas accessible directement, donc nous allons utiliser getNom. GetNom. Point getNom égale comme ça. Vous allez utiliser l'opérateur d'égalité. Et l'opérateur d'égalité, qu'est-ce qu'il permet de faire normalement? Il permet de comparer des références. L'opérateur d'égalité permet de comparer des références. Et donc, vous avez le choix entre equals et compare to. Voilà. Et pour l'opérateur d'égalité, on va l'utiliser puisqu'il permet de comparer des références. Alors, bien sûr, on peut faire un test, donc vérifier. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, allons à exercice 2. Donc là, je vais mettre en commentaire le contenu de la fonction main. Et donc ici, par exemple, le string ch1, une chaîne de caractères. Donc ici, reçoit, par exemple, école et string ch2 égale aussi école. Voilà. Et puis maintenant, nous allons effectuer une comparaison. If ch1 égale à ch2. Système. Ou bien juste, si vous voulez, qu'on affiche le résultat de la comparaison. Donc, normalement, il doit fournir soit true, soit false. Et donc, système.out.println. Donc, ici, par exemple, oui, c'est-à-dire les deux chaînes sont identiques. Else, d'après ce que vous avez dit. Else, système.out.println, non. Maintenant, si on lance l'exécution, quel sera le résultat? Normalement, il doit afficher oui, parce qu'on est en train de comparer. Normalement, on est en train de comparer le contenu de chaque chaîne de caractères. Alors, on va vérifier le résultat d'exécution. Il nous a affiché oui. Voilà. Donc, il y a deux chaînes de caractères, CH1 et CH2. Donc, les deux, on a la référence CH1 et la référence CH2. Donc, la référence CH1 fait référence à la chaîne de caractères école. Et la référence CH2 fait référence à la chaîne de caractères école aussi. Alors, on va essayer d'effectuer des modifications. Donc, string CH1, donc, puisqu'ici, nous sommes en train d'utiliser un type classe. Donc, un type string, et string est une classe. Et donc, CH1 reçoit new string école. Et puis, string CH2 reçoit new. Alors, string CH2 reçoit new string école. Nous allons lancer l'exécution. Alors, on lance l'exécution.
Il nous a dit maintenant, non. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie que elle a fait la comparaison des deux références. Est-ce que les deux références CH1 et CH2 correspondent à une même instance? Donc, CH1 fait référence à une instance, par exemple A, et CH2 fait référence à une instance B. C'est-à-dire il y a deux instances différentes. Donc, référencées par les deux références CH1 et CH2. Donc, les deux références ne permettent pas de référencer une même instance, mais deux instances. Donc, une instance est référencée par CH1 et l'autre est référencée par CH2. Et donc là, on ne peut pas bien sûr comparer les deux chaînes de caractères en utilisant l'opérateur d'égalité. Alors, un autre exemple. String CH1, virgule CH2. Donc là, j'ai déclaré deux références. Et puis, CH1 reçoit école. Et CH2 reçoit école aussi. Et on lance l'exécution. Il nous a affiché oui. Donc, on a deux références. Donc, CH1 fait référence à école et CH2 fait référence aussi à école. Mais le cas de l'utilisation de l'opérateur new, on est face à deux instances différentes. Alors, donc, si par exemple, on cherche à comparer deux objets, un objet, par exemple, un objet étudiant qui est caractérisé par le code et le nom, et un autre objet étudiant qui est caractérisé aussi par le code et le nom. Et donc, pour la comparaison, est-ce que nous allons utiliser l'opérateur d'égalité pour comparer les deux objets? Non, il ne faut pas utiliser l'opérateur d'égalité. Il faut utiliser. Donc là, il faut bien sûr comparer les valeurs. Et donc, pour la comparaison des valeurs, les valeurs des attributs et pas les références. Donc là, il ne faut pas recourir à l'utilisation de l'opérateur d'égalité. Donc, juste une petite présentation rapidement et on continue. Donc ici, je vous présente ici deux références, la référence S1 et S2. Donc S1 fait référence à X, Y, Z et S2 fait référence à X, Y, Z. Et donc S1 égale à S2, oui, true. Donc il va renvoyer true, car on a une chaîne de caractères ici qui est référencée par deux références S1 et S2. Alors ici, S1 equals S2, oui, true. Donc S1 equals S2, true. Alors, donc ici, pourquoi S1 égale à S2 renvoie true? Car S1 contient l'adresse de cet emplacement mémoire et S2 contient la même adresse. Et S2 contient la même adresse. On est en train de comparer des adresses, des références, la comparaison des adresses. Et donc S1 contient son contenu, c'est l'adresse de cet emplacement. Et le contenu de S2 est l'adresse de cet même emplacement. C'est-à-dire, on est en train de référencer un même emplacement. Et donc, les deux références vont avoir une même adresse. Mais le cas de l'utilisation de l'opérateur new pour créer les deux objets, donc S1 va référencer un emplacement et S2 va référencer un autre emplacement. C'est-à-dire, il y aura deux adresses différentes. Alors ici, S1.equals S2 renvoie true aussi. On est en train de comparer le contenu. Ici, on ne compare pas les références, mais le contenu. Ici, on compare les adresses. Ici, on compare les contenus. Et donc, bien sûr, X, Y, Z, X, Y, Z. La même valeur. Alors ici, on a S1, S2, deux références différentes. Et un même contenu. Ça, c'est le cas de quoi? De CH1 reçoit
Par exemple, école ici, école. Ou X, Y, Z, X, Y, Z. Et donc, regardez ici, la comparaison S1 avec S2 en utilisant l'opérateur d'égalité a renvoyé false et pas true. Car le contenu de S1, ou bien S1 contient l'adresse de cet emplacement et S2 contient l'adresse d'un autre emplacement. Et donc, les deux références ne sont pas identiques. S1 equals S2. Ici, c'est question de comparer les contenus. Et donc, voilà, cette expression renvoie true. Alors, ici, S1, S2. Donc, S1 fait référence à cet emplacement mémoire qui contient X, Y, Z. S2 fait référence à un autre emplacement mémoire qui contient A, B, C. S1 égale à S2 renvoie false, mais S1.equals S2 renvoie false. Pourquoi renvoie false? Car il y a donc les deux contenus ne sont pas identiques. Alors, la suite. La méthode equals compare deux chaînes et renvoie true si les chaînes sont égales. Sinon, renvoie false. Donc, compare deux chaînes et renvoie true si les chaînes sont égales. Là, je parle des contenus. Sinon, renvoie false. Et donc, c'est une méthode qui renvoie soit true, soit false. Alors, pour comparer deux chaînes lexicographiquement, vous devez utiliser la méthode compare to. Ça, c'est pour la comparaison de deux chaînes de caractères lexicographiquement. Il faut recourir à l'utilisation de la méthode compare to. Bien sûr, après, on va voir des exemples. Alors, il y a aussi la méthode equals in your case. Permet de comparer deux chaînes en ignorant les différences entre minuscules et majuscules. Et renvoie true si les chaînes sont égales, sinon renvoie false. Et il y a aussi, si vous voulez ignorer les différences entre minuscules et majuscules, et vous voulez par exemple comparer deux chaînes de caractères lexicographiquement, là vous devez utiliser compare to in your case. Alors on va voir des exemples. Voilà, donc je reviens. Alors, string CH1, CH2. CH1 reçoit new string equal. New string equal. Et CH2 reçoit new string aussi. Alors, reçoit new string equal aussi. Alors, on va afficher le résultat de l'expression ch1.equals ch2. Et aussi le résultat de ch1 compare to. Alors, quel sera le résultat de l'exécution de la première instruction? System.out.println. Donc, la première va afficher quoi? True. La deuxième, elle va afficher true. Donc, il va renvoyer. Donc, ici, compare to, renvoie soit 0, soit une valeur positive, soit une valeur négative. Un paramètre, à quelle fonction et pourquoi faire? Pourquoi l'ajout d'un paramètre? Voilà, le paramètre, il est déjà ajouté. C'est CH2. On est en train de comparer CH2 avec CH1. Voilà. Alors, je lance l'exécution. Donc, il y aura comme résultat d'exécution, normalement, true. Et quoi? Pourquoi? Est-ce que les deux chaînes de caractères sont identiques? Et c'est une comparaison lexicographique. Sont identiques, école, école. Et donc, il va renvoyer normalement, il va renvoyer 0. La deuxième va renvoyer 0. CH1.compare to CH2 va renvoyer 0. On lance l'exécution.
Oui, true et 0. La comparaison de deux chaînes de caractères. Avec, maintenant, avec école, comme ça, école. Quel sera le résultat d'exécution? Alors, la première, false, et la deuxième? Et donc là, c'est en fonction du code ASCII. Donc, le code ASCII de E, quel est le code ASCII de E minuscule? Le code ASCII de E majuscule. Donc, d'abord, A, c'est 65, et puis 66, et puis 67. Donc, A, B, C, 68 et 69. A, B, C, D, E. Ça, c'est E majuscule. Donc, ça, c'est E majuscule. Le code ASCII de E majuscule. 60, 69. Alors, E minuscule. Donc, 97, 98, et puis 99, et puis 100, et 101. Et donc, A, B, C, D, E. Et donc, ça, c'est le code ASCII de E minuscule. Et donc là, trouvez la différence. Il y aura combien? 32. La différence est de 32. La différence est de 32. Alors, on lance l'exécution. Vous voyez le résultat? Et donc, la première, false. La deuxième, 32. C'est une différence de 32. Donc, la différence entre le code ASCII de E minuscule et le code ASCII de E majuscule. Et donc, ça, c'est le code ASCII de E minuscule. Ça, c'est le code ASCII de E majuscule. Et donc, il a effectué l'opération de soustraction. Alors, et ça signifie quoi? La valeur est positive. Ça signifie quoi? Que CH2 précède CH1. Là, je parle de la comparaison lexicographique. La chaîne de caractères CH2 précède CH1. Et si je remplace ici E minuscule par E majuscule, et ici je fais la même chose, le contraire, donc E minuscule, il va nous afficher une valeur négative, moins 32 au lieu de 32. Voilà, moins 32. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait 69, regardez, moins 101. 69 moins 101. Alors, si on remplace CH1 par CH2, par exemple, ici CH2, ici CH1, on va avoir une valeur positive cette fois, une valeur positive. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez ignorer les minuscules et les majuscules lors de la comparaison, voilà. Alors, donc là, je vais ajouter, je ne vais pas utiliser la méthode Equals, mais celle qui permet d'ignorer les majuscules et les minuscules. Alors, voilà. Et donc, ça, c'est pour equals. Et la même chose pour compare to. Donc, on lance l'exécution maintenant. Quel sera le résultat d'exécution? Ici, false. C'est true. Ici, 0. Alors, on lance l'exécution. Voilà, true et 0. C'est bon, vous avez compris le principe? Voilà. Et donc, on a vu, la comparaison en utilisant l'opérateur d'égalité. Aussi,
la fonction equals et la fonction compare to. Alors, je reviens maintenant à la classe répertoire. Nous allons développer le contenu de la méthode recherchée et la recherche en utilisant le nom. Et donc, comment procéder? Et donc, f de i point get nom, donc point equals, et vous allez ignorer les minuscules et les majuscules, n'est-ce pas? On va ignorer les minuscules et les majuscules. Et donc, pour le nom, voilà, et ici, pour la deuxième chaîne de caractères, le nom. Donc, soit l'utilisation de equals, ou bien l'utilisation de compare to. Donc, on va utiliser les deux. Alors, donc ici, c'est oui, nous allons retourner quoi? I. Et dans le cas contraire, nous allons retourner -1, c'est-à-dire le fichier est introuvable. Alors, on passe à la question suivante. Donc, rechercher et développer, afficher, développer, ajouter, développer. Alors, rechercher, affiche les fichiers qui portent l'extension PDF. Affiche les fichiers qui portent l'extension PDF. Alors, donc je vais prendre la méthode recherchée que nous avons développée et on va la modifier. Quelles sont les modifications à effectuer? On cherche à développer une autre méthode qui porte le nom recherché aussi, qui permet d'afficher seulement les fichiers qui portent l'extension PDF. Est-ce qu'on aura besoin d'un paramètre pour la méthode recherchée? Non. Est-ce qu'on a le droit de développer deux méthodes qui portent le même nom? Rechercher, rechercher. Bien sûr, avec des signatures différentes. Ça, c'est possible. Ça s'appelle quoi? La surcharge des méthodes. La surcharge des méthodes. Alors, donc ici, for int i reçoit 0 et inférieur NBR fichier. Alors là, nous allons comparer. On ne va pas comparer le nom, on va comparer l'extension. Donc, get extension. On va comparer l'extension avec quoi? PDF. Et nous allons ignorer aussi les minuscules et les majuscules. Alors, cette fois, je vais utiliser compare to. Voilà, donc, on a utilisé ici equals. Ici, je vais utiliser compare to. Compare to, et on va ignorer les majuscules et les minuscules. Et donc, là, il faut, alors, if f du i, point, get extension, point, compare to, égale à 0. Alors, ici, qu'est-ce qu'il manque ici? Voilà. Égal à 0. Oui. On va afficher maintenant. Et donc, comment afficher? Afficher tous les fichiers qui portent l'extension PDF. F de i, point, afficher. F de i, point, afficher. Alors, il y a un problème ici. Pourquoi il y a une erreur ici? Oui. Il faut remplacer int par quoi? Par void. Car rechercher ne renvoie rien. Il s'agit d'une méthode qui permet l'affichage. On passe à la suite. Alors, par la suite, il y a supprimer, qui permet d'enlever, ou bien de supprimer un fichier du tableau en utilisant son nom. La suppression d'un fichier en utilisant son nom. Alors, donc public, void, ou bien si vous voulez, public int, supprimer. Public int, supprimer. Et comme paramètre pour cette méthode, string, le nom. Alors, pour la suppression, avant de supprimer, il faut commencer d'abord par
Il faut commencer par la recherche. Et donc, ici, retourne 0. Que signifie 0? C'est-à-dire, l'opération de suppression n'est pas passée avec réussite. C'est-à-dire, il y avait un problème. Peut-être que le fichier n'existe pas. Et donc, l'opération de suppression n'est pas passée avec réussite. Et donc, là, la fonction va renvoyer par défaut la valeur 0. Sinon, nous allons renvoyer 1 et 1. Voilà, signifie que l'opération est passée avec réussite. Alors, d'abord, int, le résultat de la fonction recherchée. La recherche en utilisant le nom. If reste est différent de -1. Ça signifie quoi? Ça signifie que le fichier existe. Et donc, puisque le fichier existe, nous allons le supprimer. Et donc, pour la suppression, on va utiliser une boucle for int i allant de res, point virgule i inférieur à NBR, du fichier -1, et ça c'est déjà fait la dernière fois, -1, point virgule, et plus. Et donc f de i, on va faire le décalage, reçoit f de i plus 1. F de i plus 1. Voilà. Et nous allons renvoyer 1. Et aussi, il ne faut pas oublier la décrémentation du nombre de fichiers. NPR de fichiers, moins. NPR de fichiers, moins. Et nous allons retourner 1. Et 1 signifie que l'opération est passée avec réussite. Alors maintenant, la méthode renommée, qui permet de modifier le nom d'un fichier. Donc, public void renommé ou int renommé. Public void renommé. String, d'abord l'ancien nom, virgule string, le nouveau nom. Et voilà. Et donc, nous allons aussi profiter de la fonction rechercher. On va profiter de la fonction rechercher. Alors, int res reçoit rechercher. La recherche en utilisant le nom. Alors, if res différent de -1. On va effectuer la modification. Et donc, pour modifier, f de quoi? De res. F de res, donc on va modifier le nom du fichier dans l'indice rs. F de res, point, cet nom. Nous allons utiliser cet nom. Cet nom, et là, on va passer quoi? Le nouveau nom. Et nous avons utilisé l'ancien nom juste pour effectuer la recherche. Le nouveau nom. Alors, else system.out.println system.out.println, le fichier est introuvable. Le fichier plus nom plus ancien nom est introuvable. Est introuvable. Et bien sûr, vous pouvez remplacer void par int, oui.
D'accord. Voilà, donc tu cherches à récupérer une chaîne de caractères, un texte. D'accord? Mais là, peut-être que tu as commencé d'abord par la saisie d'un entier avant ou d'un réel, donc d'une donnée numérique. Donc, tu commences directement par la saisie d'un texte. D'accord, je vais voir avec toi. Alors, donc, ici, vous pouvez remplacer, si vous voulez, void par int. Et donc, la fonction, donc, dans ce cas-là, doit renvoyer soit 0, soit 1. Alors, on passe à la question suivante. Donc, modifier. Alors, ici, renommer, modifier le nom d'un fichier, modifier la taille d'un fichier. La question, ou bien la fonction modifier, est très, très simple. Donc là, je vais prendre le code de renommée directement. On va remplacer renommer par modifier. Et donc, modifier la taille d'un fichier. Donc, nous allons d'abord commencer par la recherche. Et puis, la nouvelle taille. Donc, la nouvelle taille. Load taille. Et puis, alors, ici, le nom. Voilà, if reste différent de moins 1. Différent de moins 1. Donc, cette taille. Sinon, le fichier non est introuvable. Alors ici, on peut utiliser double. Mais là, il faut aller à la classe fichier et modifier aussi. Et remplacer float par double. Double. Et la même chose ici. Et double ici. Et voilà. Alors, ça, c'est pour la méthode modifier. Il y a la méthode trier et la méthode getType. Donc, d'abord, je vais commencer par la méthode getType, car elle est très, très simple, qui permet de fournir la taille d'un répertoire en mégaoctets. Et donc, c'est question de fournir la taille, et donc double. Alors, public, double, getType, et la taille d'un répertoire. Et là, il faut calculer la somme des tailles. La somme des tailles des fichiers. Et donc, il faut une boucle for int i reçoit 0.i inférieur à npr fichier, .i plus, une variable taille, donc double, t, donc la variable est initialisée à 0, donc t plus égale à f de i, point get taille. Et finalement, retourne t. Retourne t, si vous voulez, retourner la taille en kilooctets. En mégaoctets, vous devez diviser par 1024. Donc, ça, c'est pour get. On passe maintenant à la méthode trier. Alors, la méthode trier, donc on va bien sûr utiliser le tri à bulles. Et je vous ai déjà donné le principe. Donc, public, void, tri, bien trier. Nous allons trier le tableau de fichiers. Allons voir le principe du tri à bulles.
Et donc, le triabule consiste à comparer les éléments constitutifs et à les permuter si l'ordre recherché est violé. Donc, c'est-à-dire les bulles légères remontent vers le haut. Le tri peut se faire sur place et si aucune permutation n'a eu lieu. Si aucune permutation n'a eu lieu, on s'arrête car le tableau est trié. Quand est-ce qu'on arrête? On arrête l'opération de tri si aucune permutation n'a eu lieu. Si aucune permutation n'a eu lieu. Et bien sûr, nous allons effectuer une série de comparaisons. Nous allons comparer l'élément 1 avec l'élément suivant. Et si l'élément 1 est supérieur au suivant, on va effectuer la permutation. Et puis, on va passer à l'élément suivant. Et on va le comparer avec le suivant, son suivant. Si cet élément est supérieur à son suivant, on effectue la permutation, et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on va arrêter ce traitement? Si aucune permutation n'a eu lieu. C'est-à-dire, là, il faut utiliser combien de boucles? Deux boucles. Et donc, une boucle dont la condition de continuité est liée à, aux permutations. Donc, s'il y a une permutation, donc au moins une permutation, et l'autre, c'est une boucle dans laquelle on va utiliser l'indice I pour parcourir le tableau et effectuer des comparaisons. Alors, on va suivre le principe. Et donc là, on aura besoin d'une variable booléen. Alors, booléen, permute, variable permute, variable d'état. Comme valeur initiale de cette variable, je donne true. Et puis, while permute. While permute. Et puis, bien sûr, vous pouvez utiliser la version de do while au lieu de while. Alors, ici, l'initialisation de permute à false, je suppose qu'il n'y aura pas de permutation. C'est une hypothèse. Je suppose qu'il n'y aura aucune permutation. C'est une hypothèse. Et puis, l'utilisation de la boucle for. For int I reçoit 0.i inférieur à NBR du fichier -1, point virgule I plus plus. Une comparaison if f de I point getStyle s'il est supérieur à f de I plus 1. Point getType on fait une permutation. Bien sûr, on aura besoin d'une variable auxiliaire de type fichier. Et donc, fichier aux ou TMP, c'est-à-dire variable temporaire. Alors, fichier TMP. Et donc, ici, TMP, on va effectuer la permutation. TMP reçoit f de I. F de I reçoit f de I plus 1. Et f de I plus 1 reçoit TMP. Et puis, nous allons modifier la valeur de permute. Permute égale à true. Et donc, tant qu'il y a des permutations, on continue à effectuer des comparaisons et vérifier si f de i.getType est supérieur à f de i plus 1.getType. Si oui, on effectue la permutation et permute devient true. Bien sûr, pour chaque
Ici, à chaque fois, ou bien pour chaque vérification, ici au niveau de while, permute devient false. Et donc, ça, c'est la dernière, je pense, c'est la dernière question. Voilà. Alors, déjà développé. Oui, la suppression, oui. Oui. Ainsi pour convertir la taille en mégaoctets. Oui. La méthode supprime. Voilà. Ah, bien sûr, là. Oui. Alors, je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est supprimé. Donc là, on est en train de faire un décalage. Alors ici, on ne supprime pas. Donc l'élément existe et la référence est toujours disponible. C'est-à-dire on peut utiliser cette référence pour référencer une autre instance et le nombre de fichiers est décrémenté. Donc la variable est décrémentée. Là, il faut bien sûr, ça, tu parles du principe de l'allocation dynamique. Ah, bien sûr, c'est-à-dire, oui, bien sûr, oui, ça c'est possible, oui. Donc, on peut affecter, oui, on peut affecter à f de i, ici après, donc voilà. Et ça, c'est à la fin, et c'est à la fin, bien sûr. Ah, voilà. Et donc, voilà, avant de décrémenter, oui, avant de décrémenter, oui, ça c'est possible. Oui, ça c'est une méthode. Il y a aussi une autre méthode. Donc, il y a une autre méthode. Donc, principalement, on utilise la classe scanner pour la saisie. Alors, je vais voir avec toi. D'accord, je vais voir. Donc, est-ce que vous voulez qu'on teste les différentes fonctions ou c'est bon? Voilà, donc, je pense que le code va fonctionner correctement pour toutes les méthodes. Il n'y aura pas de problème. Et donc, vous pouvez tester vous-même les différentes fonctions. Et donc, pour le test, vous devez d'abord créer un répertoire et puis ajouter, si vous voulez modifier, ainsi de suite, effectuer des comparaisons ou bien effectuer la recherche en utilisant le nom d'un fichier, afficher que les fichiers qui portent l'extension PDF et ainsi de suite. Donc là, on va passer à autre chose. Donc là, on va passer à l'héritage, je pense.